Bien, nous recevons donc Éric Zemmour qui vient d'entrer dans le studio. Merci Éric Zemmour de votre participation à cette émission. Vous êtes venu plusieurs fois sur Radio Courtoisie, notamment chez Paul Marécouteau, mais vous avez un emploi du temps chargé et surchargé. Vous nous avez consacré aujourd'hui 3/4 d'heure et je vous remercie de cette attention parce que ça faisait longtemps que je voulais vous avoir dans mon émission, ayant lu vos livres, vos articles, etc. Alors, première question que je serais tenté de vous poser, puisque nous sommes à 8 jours de l'entretien que DSK a consacré à sa propre affaire dans le journal de Claire Chazal sur TF1. Qu'avez-vous pensé de sa prestation? Est-ce qu'il ne vous a pas fait un peu l'effet d'être fabriqué, d'avoir récité sa leçon et en même temps d'utiliser un certain pathos et une certaine dramaturgie? C'était très curieux parce que c'était très américain dans la forme, c'est-à-dire la faute morale, etc. C'est très... Clinton a dû faire un peu la même chose et puis tous les sénateurs américains ont dû faire la même chose quand ils ont des affaires de mœurs. Aux États-Unis, là-bas, ça rigole pas. Donc c'était très américain dans la forme. Et en même temps, comme quoi il est très intelligent. Vous aurez remarqué que il s'est voulu plus français que français. Ouais. C'est-à-dire il savait très bien qu'on allait lui reprocher d'être vraiment justement très américain, et il a répété à chaque fois nous autres français, etc. C'était assez intéressant parce qu'il voulait faire naître de l'empathie des Français pour lui, et c'était bien naturel. Après tout, un compatriote, on est spontanément en phase avec lui contre les méchants étrangers. C'est humain. Mais apparemment, ça n'a pas marché parce que quand on entend les différents auditeurs à la radio, etc., la plupart des Français se plaignent de cette prestation télévisée de Dominique Strauss-Kahn. Trop fabriquée. Oui. Avec deux parties néanmoins. Une première partie précisément très récitée, très apprise, et une deuxième partie sur la crise, elle beaucoup plus spontanée et beaucoup plus naturelle pour l'économiste Strauss-Kahn. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui l'intéresse vraiment, c'est ce qu'il aime vraiment. On comprend, après tout, on ferait la même chose. Bon, c'est ce qui nous intéresse vraiment, on est meilleurs, etc. Ouais, vous savez, ces exercices-là... vous savez, c'est très révélateur de l'époque, moi qui ai écrit Le Premier Sexe. Aujourd'hui, il faut voir ça un peu avec du recul. La sexualité masculine doit en permanence s'excuser. Oui. Je crois que c'est ça c'est comme ça, c'est l'époque. Je ne cesse d'observer ça. Je ne cesse tout est fait pour la culpabiliser, la criminaliser. Il a eu beau dire qu'il n'y avait pas de violence, etc. Ça fait rien. Il doit quand même passer à la casserole, si j'ose dire, de la faute, du mea culpa, etc. C'est passionnant d'ailleurs. Les historiens s'en passionneront plus tard parce que c'est l'inverse du 19e siècle, où c'était la sexualité féminine qui devait, quoi qu'il arrive, et quoi que ces pauvres filles faisaient ou ne faisaient pas, faire leur mea culpa, et c'était la sexualité féminine qui était comme ça diabolisée. D'un puritanisme l'autre. Exactement. Alors, vous avez d'ailleurs la particularité d'avoir été très critique à l'endroit de Dominique Strauss-Kahn politiquement avant cette affaire, de l'avoir soutenu pendant l'affaire au moment où le système juridictionnel américain lui est tombé dessus, et puis de le redescendre après lorsqu'il est arrivé à Paris pour, en quelque sorte, en vainqueur. Non, oui, c'est ça. Bon, on laisse tomber la dernière partie parce que j'étais pas le seul, franchement, ça a choqué tout le monde. Oui, mais vous avez cette liberté, justement, de ne pas forcément être univoque quant à sa propre personnalité. Je suis jamais univoque. J'essaye de... Non, alors, bon, on laisse tomber la dernière partie parce que franchement, ça a choqué beaucoup de monde et ils ont eu tort de travailler comme ça. Ils sont pas d'ailleurs complètement responsables, faut être honnête. Je pense que le système médiatique aussi a des emballements complètement fous et c'est la conjonction des deux. Mais passons ça, c'est le moins intéressant. Non, ce qui est passionnant, c'est effectivement les deux premières parties. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, et je ne pouvais pas laisser passer ça, c'est pas... Vous savez, moi, quand je vois quelqu'un avec les menottes, spontanément, on est tous pareils. Bon, encore plus en français, à l'étranger, je répète. Donc, spontanément, on est pour lui, quoi. C'est comme un match de foot, quoi. On est toujours pour l'équipe de France. Donc ça, c'est normal, quoi qu'il arrive. En plus, bon, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas mal réfléchi sur les mécomptes de la sexualité masculine aujourd'hui. Et donc, spontanément,
j'observe ça et je me dis, voilà, c'est encore une fois, quand vous vous rendez compte que le viol aujourd'hui n'est jamais prescriptible en France. Vous vous rendez compte? C'est comme les crimes contre l'humanité. Il y a le viol et le crime contre l'humanité. Vous voyez, c'est extraordinaire. Quand même. Si on s'arrête 30 secondes sur ce que ça signifie, ça veut dire, moi j'ai une thèse, je pense que, vous savez, chaque époque a son crime le plus absolu, le plus élevé. Au XVIIIe siècle, c'est le régicide. Vous vous souvenez de l'histoire de Damien, il effleure le roi Louis XV avec un couteau, il sera écartelé. Aujourd'hui, c'est le corps de la femme. Donc, le corps de la femme est sacré dans l'imaginaire collectif, et donc celui qui effleure le corps de la femme doit être écartelé. Donc, c'est pour ça que j'ai pris. Deuxièmement, ce qui m'amusait beaucoup, mais ça vous avez dû le remarquer, c'est que quand même, nos professeurs de morale habituels, qui justement ont forgé cet imaginaire sur la femme, le droit de la femme, sacré, etc., étaient les premiers à prendre parti pour Dominique Strauss-Kahn parce que c'était leur copain. Ouais. Moi, je veux bien qu'on défende son copain, j'adore ça, je trouve ça formidable. Moi, l'amitié, je trouve ça extraordinaire. Franchement, je suis sincère, c'est pas du tout ironique. Je suis tout à fait d'accord, un copain, c'est sacré, on doit le défendre même si il fait mal. Je comprends ça. Mais dans ce cas-là, ne nous donnez plus de leçons de morale. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai donné l'impression de le défendre pour ces deux raisons. Parce que d'abord, je vous ai dit, voilà, et deux, ces défenseurs étaient vraiment choquants, quoi. C'était vraiment bon. Et donc après, on retrouve sa liberté de penser, quoi. Alors, une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser sans transition, si j'ose dire. Vous avez pendant 5 ans été chroniqueur sur France 2 dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Et vous étiez avec Éric Nolot, d'abord avec Michel Pollack et ensuite avec Éric Nolot, l'un des chroniqueurs décapants de cette émission. Depuis, 2 collègues féminines, si j'ose dire, journalistes, Audrey Pulvar et Natacha Polony, vous ont succédé à vous et à Éric Nolot. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de leur prestation? Il y a déjà eu 3 émissions. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense rien. Je me refuse absolument à tout commentaire. Donc je ne vais pas commencer ici. Non, en plus je ne regarde pas. Non pas par hostilité, mais parce que moi-même je ne me regardais pas moi. Et donc voilà, je regarde très peu la télévision et donc je vais encore moins regarder. En plus, vous savez, il y a toujours le syndrome du successeur qui est forcément un usurpateur. Donc ça sert à rien de se mettre là-dedans. Il y avait, je crois, une phrase très jolie de Saint-Simon qui disait tous les prédécesseurs sont des intrigants et tous sont des incapables et tous les successeurs sont des intrigants. Donc voilà, c'est normal. Donc j'ai pas du tout envie. Alors on me fait des commentaires ici ou là. Alors justement, pour rejoindre un peu votre thèse, est-ce que ces 2 journalistes ne peuvent pas, de toute façon, ne pas être meilleurs que vous? Parce que soit elles sont très féminines et auquel cas elles ne pourront pas être aussi percutantes, ou alors elles sortent de leur féminité et alors à ce moment-là, elles deviennent très masculines et comme elles ne sont pas précisément des hommes, elles ne seront pas aussi efficaces que des hommes. C'est la grande discussion que j'ai eue déjà avec des amis d'ailleurs. Est-ce que cet exercice-là de la polémique qui s'apparente au duel, en fait, ça s'apparente au duel. On n'a pas des épées, mais c'est la même chose. Est-ce que c'est un exercice qui sied aux dames? Alors les féministes vont me dire que c'est l'indistinction généralisée et donc que tout peut être fait. Très bien. Moi, je ne pense pas, mais bon, voilà. Parce que Natacha Polony, ça n'engage que moi, qui est une femme intelligente, qui écrit des livres intéressants, qui a des idées d'ailleurs qui ne sont pas très éloignées des vôtres sur un certain nombre de points. C'est pour ça qu'elle a été prise. Voilà. Elle a quand même du mal à faire du Zemmour, sachant qu'elle ne veut pas en faire d'ailleurs, et elle est prise entre 2 feux, entre la volonté de se distinguer et de dire des choses vraies, et en même temps une part de liant que toutes les femmes ont par rapport à cette émission, qui lui fait faire des petites concessions sur la forme, sur le plan discursif en tout cas. Et c'est vous qui le dites. Voilà, exactement.
Alors, Éric Zemmour, vous avez été en proie à la vindicte des bien-pensants depuis maintenant de très nombreuses années. Il y a même eu un procès il y a quelque temps qui vous a été intenté. On ne répétera pas les propos puisqu'on ne peut pas précisément à cause de la loi Pleven ou de la loi Guesso. J'ai été étonné néanmoins, puisque vous avez été condamné, je crois, sur le motif, le verdict a parlé d'incitation à la discrimination raciale. J'ai été étonné, et je pense que je ne suis pas le seul, que vous n'ayez pas fait appel. Non, mais beaucoup de gens... Quelle est la raison? Parce que ça vous ressemble pas, ça. Beaucoup de gens ont été étonnés. Mon avocat le premier. C'est une décision personnelle que j'ai prise contre tout le monde. Je la maintiens, d'ailleurs, je ne la regrette pas. Et je vais vous expliquer en 2 mots, c'est très simple. D'abord, il y avait un certain épuisement de ma part. C'est une épreuve que je souhaite à personne. 3 jours de procès, on vous fait la leçon de morale pendant 3 jours, c'est assez insupportable. Deuxièmement, vous vouliez en sortir. Je voulais en sortir. Deuxièmement, je pensais que c'était écrit d'avance. Oui. Voilà. Donc, troisièmement et plus important, je pense que les associations antiracistes, aidées en cela donc par les lois que vous avez citées tout à l'heure, ont instrumentalisé la justice pour en faire une machine de guerre idéologique contre leurs adversaires. Et pour, dans une logique inquisitoriale, ostraciser l'adversaire, le diaboliser, le sortir du champ démocratique du débat pour en faire un diable. Et ils se servent de la justice pour cela. Parce que dans l'esprit public, évidemment, la confusion est facile, condamné par la justice, c'est donc qu'on a fait mal. C'est logique. Or, moi, j'ai voulu montrer que... Vous savez, je fais ça maintenant depuis des années. C'est-à-dire que mon rôle, je pense, c'est de montrer sous une lumière crue les mécaniques et les mécanismes de la bien-pensance. Et là, j'ai voulu montrer cette instrumentalisation de la justice pour bien dire que ce n'était pas une affaire de justice, que la justice n'avait rien à y faire, et que c'était une affaire politique. Et que donc, en refusant de faire appel, je déniais au juge la légitimité de rentrer dans cette bataille-là. Ce n'est pas au juge de régler ça, même si la loi le lui donne, je respecte la loi, j'ai été condamné, c'est avec sursis. Très bien, voilà, mais je ne fais pas appel parce que j'estime que ce n'est pas au juge de trancher cette bataille-là entre mes adversaires et moi. C'est une querelle politique, idéologique, et c'est pour ça que quelques jours après, vous vous souvenez, j'ai saisi l'occasion que me donnait Hervé Novelli, oui, le député UMP, de venir parler devant l'UMP. Ça aussi, ça m'a beaucoup été reproché. Je ne prenais pas ma carte UMP soudain, mais ni d'aucun autre parti d'ailleurs. Simplement, je voulais montrer, je saisissais l'occasion, parce que c'est une occasion, c'est le hasard qui a fait le larron, mais je saisissais l'occasion pour montrer que c'était une bataille politique, c'était une question politique. Et donc, je renvoyais mes adversaires à un combat politique qu'ils refusent, parce qu'ils ne veulent pas de l'affrontement des idées, ils veulent diaboliser l'adversaire pour le mettre hors de la société des hommes. Vous savez, c'est c'est l'Inquisition, et c'est la fameuse phrase de Sartre, tous les anticommunistes sont des chiens. Voilà, tous ceux qui ne sont pas avec l'antiracisme militant sont des chiens. Ben non. Et vous n'avez pas eu la tentation de faire monter la mayonnaise à l'intérieur du procès après le verdict plutôt que de le faire devant les députés de l'UMP et de la droite populaire? Je veux dire par là, est-ce que vous n'avez pas pensé qu'il était à un moment donné utile, quand vous avez été condamné, de clamer haut et fort en faisant appel votre position afin de justement qu'on en parle et que médiatiquement la sauce prenne? Ça ne sert à rien. Pas pour que vous gagniez judiciairement, oui, mais pour que médiatiquement, il y ait à ce moment-là une montée aux extrêmes. Ça ne sert à rien non plus. Vous avez vu comment a été traité le procès. Ça ne sert à rien. Vous aviez plus à perdre qu'à gagner, ça c'est sûr. Mais oui, médiatiquement en plus, j'ai pas été... même les journaux hostiles ont plutôt raconté la faiblesse juridique de mes adversaires.
et la qualité de nos réponses. Même des journaux comme Libération, Le Monde, quand vous lisez les papiers. Et qu'est-ce que ça a changé? Rien. Alors, on va pas parler que de choses négatives. Vous êtes un amoureux de la France, Éric Zemmour, de la France d'ailleurs, aussi bien fille aînée de l'Église que de la France révolutionnaire, ce qui n'est pas le cas de tous les auditeurs de Radio Courtoisie, comme vous le savez. Est-ce que cet amour de la France, vous l'avez eu dès l'adolescence? À partir de quel âge, finalement, vous aimez la France? L'enfance. L'enfance. Seulement, vous ne l'exprimiez pas, évidemment. C'était pas explicité, c'était pas... Vous savez, moi, je suis... vous allez comprendre ce que je dis. Pour les enfants nés avant 68, c'est aussi naturel que l'air qu'on respire. On n'a pas besoin de le clamer, c'est normal. C'est depuis que c'est devenu anormal. Aujourd'hui, à l'époque, moi, quand dans mon enfance... Franchement, on se pose même pas la question. On aime la France naturellement, on admire le général de Gaulle. Mais aussi parce que vous étiez enfant, donc quand on est enfant, on ne clame pas de toute façon l'amour de la France. Vous avez raison, mais je veux dire, nos parents, nos grands-parents, pour eux, c'était normal. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, ils s'étripaient autour du général de Gaulle, autour de la table. Voilà, la figure du général de Gaulle était vraiment le sujet. Ça, voilà, on s'étripait autour de lui, mais personne ne disait qu'il n'aimait pas la France, et personne, et personne ne disait que le général de Gaulle n'aimait pas la France. Mais on s'étripait autour de lui, c'était comme ça. Alors, Éric Zemmour, je rappelle que vous êtes journaliste et chroniqueur à RTL, à iTélé, prochainement sur Paris Première avec Éric Nolot. L'émission commence quand d'ailleurs? Alors pour nous c'est jeudi soir parce qu'on l'enregistre jeudi soir. Ouais. Et pour les téléspectateurs c'est vendredi soir, je crois 22h30 sur Paris Première, et ça repassera je crois le samedi soir. Voilà, on fait une émission. Comment s'intitule-t-elle? Vous savez, ils se sont pas foulés. Ça s'appelle Zemmour et Nolot. En fait, ça m'amuse beaucoup parce que, mais l'histoire est assez amusante parce qu'au départ, ils ont cherché, la production a cherché des titres un peu sophistiqués, et puis les gens venaient les voir en leur disant mais pourquoi vous cassez la tête, puisque tous les gens diront c'est Zemmour et Nolot. Donc ils en ont eu marre et ils ont appelé ça Zemmour et Nolot. Bon, donc voilà, ça c'est au moins réglé. Non, mais ça sera une émission, on va faire simple. On aura 2 invités pendant 1 heure, une moitié chacun, et puis on va essayer de faire ce qu'on faisait bien chez Ruquier, c'est-à-dire un vrai débat. Vous voyez, pas 3 questions de 10 secondes et 3 réponses de 30 secondes, un vrai débat d'1 quart d'heure à chaque fois, sans interruption, où on pourra aborder 2, 3 questions comme ça avec l'invité. Le premier invité sera un invité politique. Le second sera ou un écrivain ou un type de la société civile. Enfin, vous voyez, on choisira selon l'actualité. Et puis, on essayera d'avoir un vrai échange pour essayer d'aller au fond de ces choses comme... moi, j'avais plaisir à le faire. Et je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient plaisir à le regarder chez Ruquier. Voilà, c'est ça. Je crois que ça sera un petit peu différent néanmoins parce que Nolot sera le présentateur et vous le chroniqueur et l'aiguilleur idéologique en quelque sorte. Oui, enfin, on va essayer de tirer le meilleur parti de nos qualités respectives. C'est-à-dire que Nolot a déjà fait le maître de cérémonie justement sur Paris Première dans une autre émission, donc il sait faire ça, donner la parole, etc. Le temps, et puis moi, je pense que ce que je fais de mieux, c'est plutôt comme ça l'affrontement idéologique pour forcer l'interlocuteur un peu à se mettre sur la table. Je crois que c'est ça que les gens aiment. Je crois que voilà, il y a ça, donc il n'y a aucune raison que je n'ai pas envie de devenir subitement animateur télé. Ce qui m'intéresse, c'est débattre avec l'invité, et je crois que c'est ce qui intéresse les gens. Donc voilà. Alors, vous êtes, Éric Zemmour, je ne crois pas trahir votre pensée, un nostalgique de la France des années 60, 70. C'est mon enfance, c'est normal. Et vous avez écrit un livre récemment, l'an dernier, qui s'intitule Mélancolie française. Et j'ai voulu vous faire plaisir et faire plaisir aux auditeurs en passant la chanson de Michel Sardou, Le France, qui renvoie, je pense, à ce que vous pouvez écrire, à ce que vous pouvez dire et un petit peu à la France que vous aimez. On écoute Le France de Michel Sardou et on se retrouve tout de suite après. Voilà, Éric Zemmour, Le France, donc, de Michel Sardou. Mais je voulais vous dire, vous disiez, oui, pendant la pause que on ne pouvait pas vous réduire à la France des années 60. Évidemment. Non, mais moi ça me dérange pas, parce que d'abord c'est mon enfance et j'ai eu une enfance très heureuse, et que ensuite c'était l'époque du général de Gaulle et c'était quand même, ça avait une sacrée gueule.
Donc bon, ça déjà, je suis très content. Mais parce que vous parliez de mélancolie française. Oui. Et mélancolie française, vraiment, j'ai essayé d'expliquer justement que le déclin français vient de très loin et donner toutes les étapes. Les années 60 ne sont qu'une tentative désespérée. J'emploie le mot désespéré exprès parce que je pense que De Gaulle le sait que c'est désespéré. Mais il tente quand même de redonner le lustre d'antan en profitant d'une situation géostratégique qui lui paraît pas trop défavorable. Est-ce que c'est pas un coup de bluff? C'est un coup de bluff, mais ça fait rien, c'est beau les coups de bluff. Oui, c'est un coup de bluff. Bon, mais il tente, il se dit qu'il a un peu de temps devant lui parce que l'Allemagne est coupée en deux. Vous savez, tout notre problème en Europe, Sabinville l'avait montré en son temps. Notre problème, c'est l'unité allemande. À partir du moment où on a l'Allemagne unie à côté de nous, c'est une catastrophe, c'est tout. C'est ça la vérité, évidemment pour la domination française sur l'Europe. Et on le voit aujourd'hui encore. Donc en fait, De Gaulle a profité d'un moment où l'Allemagne était coupée en deux. Et donc où elle était affaiblie et où pouvait être le fameux jockey conduisant le cheval allemand, vous savez, selon sa formule. On voit bien qu'aujourd'hui, le jockey, c'est l'Allemagne et que le cheval, c'est l'Allemagne. Donc, comme ça, Alors justement, j'ai 2-3 questions, Éric Zemmour, à vous poser, parce que je voudrais qu'on éclaircisse certains points sur lesquels vous vous exprimez en général, mais de manière trop brève, parce que le temps médiatique n'est pas le temps réel dans la discussion intellectuelle. Vous avez souvent critiqué l'Allemagne et l'Europe dans sa construction et dans des termes souvent, dirait-on, souverainistes, pour faire court. Notamment sur la question de l'identité, aussi bien pour les Français autochtones que pour les immigrés extra-européens. Vous avez toujours proclamé que la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que la France avait une conception universaliste et une conception méritocratique et républicaine qui faisait qu'elle devait assimiler les particularismes locaux et les identités collectives des peuples. Au lieu que l'Allemagne avait une conception plus ethnique et plus populiste, on pourrait dire, de l'identité. Est-ce qu'il ne vous semble pas que cet arrachement auquel vous faites référence de temps en temps, cet arrachement des Français à leur identité n'est pas préjudiciable précisément à la diversité du peuple français et à tout ce que la France a pu recéler comme pluralité? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un fédéralisme acceptable qui serait l'unité dans la diversité? L'unité française et même européenne et la diversité ethno-populaire existant à la base. Ce que l'État-nation jacobin a refusé. Ouais. Alors, votre question est complexe. D'abord, je ne critique pas l'Allemagne. Non, c'est vrai, je critique la construction européenne, oui, mais je critique jamais l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne défend ses intérêts et qu'ils ont bien raison. Simplement, j'essaye de montrer, contrairement à ce qu'on nous raconte, que les intérêts de l'Allemagne sont de moins en moins ceux de la France. Voilà, et que le fameux couple franco-allemand n'est qu'un mythe. Mais vous avez même tendance à le dire dès le 19e siècle, qu'il y avait cet antagonisme entre l'Allemagne et la domination française. Mais bien sûr, évidemment. Mais simplement là, maintenant, depuis les années 60, on parle de la grande réconciliation, du couple franco-allemand, etc. Je pense que aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, que les Allemands aujourd'hui sont dans une stratégie mondiale. Une sorte de petite Chine qui va tout baser sur ses exportations, qui craint un vieillissement précoce. Vous savez qu'ils vont être 20 millions de moins dans 20 ans. C'est-à-dire qu'ils seront 60 millions au lieu de 80, avec une population très vieillissante, très très vieillissante, puisqu'il n'y a plus d'enfants en Allemagne. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas les mêmes intérêts, les mêmes angoisses, le même avenir. Donc, je pense que ce couple franco-allemand est voué à se briser. Bon, mais pourquoi ne ferait-on pas de cette différence entre l'Allemagne et la France une complémentarité plutôt qu'une opposition si on se situe dans une perspective européenne, par exemple? Je comprends qu'on fasse une complémentarité. Le problème, c'est que, si vous voulez, il y a des... prenons par exemple l'euro. Eux, ils ont intérêt à avoir un euro cher parce qu'ils préparent la retraite de leurs vieux, donc les économies de leur population vieillissante. Nous, on a intérêt à avoir un euro moins cher parce qu'on n'arrive plus à exporter. Donc vous voyez là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est des choses. Je veux bien la complémentarité, c'est très bien, mais finalement, on a des antagonismes et il y a des tas de choses comme ça. Bon. Et on peut peut-être se poser la question de savoir si un euro
qui serait à la fois en Allemagne et en France pourrait être, par exemple, efficace face à la domination du dollar. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'euro, effectivement, pose des tas de problèmes et on peut critiquer l'euro, c'est évident. On voit bien où ça mène. Mais est-ce que pour autant, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Mais le problème, c'est que l'euro n'a jamais rempli le seul rôle qui serait intéressant, c'est-à-dire de remplacer le dollar comme monnaie de réserve. Le jour où les pays pétroliers voudront être payés en euros, là, je vous dirais, l'euro a gagné. Tant qu'ils seront payés en dollars, le dollar gardera son statut exceptionnel de monnaie de réserve et donc les Américains continueront à faire tourner la planche à billets comme ils le voudront et quand ils le voudront selon leurs intérêts. Donc pour l'instant, l'euro a échoué. C'est tout. Oui. Voilà. Bon. Alors, et à quel prix? Bon. Deuxièmement, parce que votre question, il y avait deux choses très différentes. Sur l'arrachement des individus, français ou non, à leur identité d'appartenance. Je comprends cette nostalgie des Bretons, etc., de toutes les régions françaises qui avaient leur charme, leur richesse, etc. Je suis tout à fait d'accord, c'est le vieux combat de Mistral, de Maurras, etc., avant au XIXe siècle, je comprends très bien. Mais c'est l'histoire de France. C'est-à-dire que c'est pas seulement les Jacobins qui ont centralisé et qui ont les rois de France. Les rois de France ont préparé le terrain. Voilà, vous savez bien, c'est toute la thèse. Voilà, on connaît tout ça. Donc on refait pas cette histoire. Et je pense que pourquoi il faut essayer de comprendre pourquoi ont-ils fait ça. Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans Mélancolie française, c'est que nous sommes le pays des guerres civiles. Et que à partir du moment où nous sommes le pays des guerres civiles, pour éviter la guerre civile, il faut un pouvoir fort. Et comme en plus, à partir du XVe siècle, ces guerres civiles-là sont devenues des guerres de religion, il a fallu, comment vous dire, unifier. Non, il a fallu dégager le religieux de l'espace public, donc le sacré de l'espace public, d'où la laïcité à la française, c'est-à-dire le religieux est confiné au privé, et mettre du sacré à la place, et le sacré à la place, ce fut l'État. C'est-à-dire Louis XIV, puis puis Robespierre, puis Bonaparte, puis la République. Vous voyez, donc oui, je comprends votre argument, mais l'histoire de France s'est faite comme ça, et puis voilà, on peut plus revenir en arrière. Qu'est-ce que vous pensez de cette sentence de Denis de Rougemont qui disait « Je ne suis pas contre l'État, je suis pour qu'il y en ait à chaque étage ». C'est-à-dire qu'il peut y avoir un État sur le plan local, sur le plan national, sur le plan continental, selon le fameux principe de subsidiarité contre la souveraineté une et indivisible. Je vais vous dire, l'expérience prouve que c'est une catastrophe. L'expérience de décentralisation. Oui, mais ça a été la décentralisation de la centralisation. Hein. Bah oui, mais ça nous coûte une fortune, vous savez. Ah oui, on est d'accord. Ils ont embauché depuis 15 ans, je crois, 500 000 fonctionnaires. C'est une fausse décentralisation. Ah bah, c'est peut-être une fausse décentralisation, mais en tout cas, on le paye. Oui. On le paye. Et je vous parle pas de Bruxelles. Donc en fait, la phrase de Denis de Rougemont, on l'a eu. Alors peut-être mal, on peut toujours discuter, mais en tout cas, on en a eu une expérience. Et c'est une catastrophe. Je vais vous dire, moi, ça me rend pas moins jacobin. Hein. Bon, alors ça, c'est une longue discussion, de toute façon. Hein. Moi, je comprends les arguments. Je comprends très bien. Il n'empêche que, je vais vous dire, je veux pas être de mauvaise foi, mais les grands moments de la grandeur française furent quand même des moments d'hyper-centralisme. C'est-à-dire Louis XIV, Bonaparte, De Gaulle, c'est quand même les moments où l'État a un pouvoir énorme et où il tire tout le monde, puissance économique comprise. Je veux dire, on est naturellement doué pour le dirigiste, quoi. Il faut le dire. Mais est-ce que vous n'avez pas, vous, Éric Zemmour, même subjectivement, une tendance à glorifier l'État fort par rapport au bien commun? Parce que la grandeur de la France, par exemple, quand on parle de la grandeur de la France, Napoléon, De Gaulle, etc., c'est par rapport à une extension géographique, par rapport à son rayonnement dans le monde, par rapport à sa grandeur immédiate, par rapport au bonheur des gens, et moins par rapport au bien commun. Peut-être. Vous me posez une question. Moi, je pense que c'est associé, mais... Small is beautiful. Ouais, mais je pense pas, moi. Mais... Tout d'un coup. Bon, alors, une autre question quand même, parce que c'est des gens corrects. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Alors, une autre question que je me pose et que se pose peut-être aussi un certain nombre d'auditeurs.
On passe aussi vraiment sans transition à un sujet délicat. Vous avez rarement pris parti sur la question du conflit israélo-palestinien, en privilégiant les intérêts français qui vous estimez être d'abord les plus importants et les plus immédiatement compris par nous. Est-ce que ça nous empêche, même si nous avons un désir de défendre les intérêts français, d'avoir une conception X ou Y sur le conflit israélo-palestinien, et quelle est votre position sur ce conflit? Je suis intervenu sur ce conflit dans mes chroniques RTL. J'ai fait plusieurs chroniques RTL, vous les avez pas entendues. J'ai lu votre livre Z comme Zemmour. Ouais. Et j'ai pas vu ça, mais peut-être que il y en a. Ouais. Et depuis, j'en ai refait. Non, je vous assure. Ouais. Mais c'est vrai que je ne... écoutez, on va être franc. Ouais. Je ne supporte pas ces citoyens français de religion juive qui, parce qu'ils sont juifs, se croient autorisés à avoir un avis péremptoire et définitif sur le conflit israélo-arabe. Moi, je ne suis pas un citoyen israélien, je suis un citoyen français, un patriote français, pas un patriote israélien. Donc, excusez-moi, mais je n'ai pas à prendre parti sur le conflit israélo-arabe plus que, je ne sais pas moi, sur la guerre en Somalie ou sur je sais pas moi, l'Amérique du Sud ou non, je suis désolé. Pourquoi me demander à moi? Non, il n'y a aucune raison. Bon. Deuxièmement, non mais c'est vrai, il n'y a aucune raison. C'est du racisme à l'envers. Non mais franchement. Ouais. Bon, deuxièmement, quand je le fais, j'essaye toujours, parce que en même temps, on a beau dire, on a une sensibilité, on a une éducation, on a et heureusement, on n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Chacun en a sa sensibilité. Moi, ma famille est juive d'Afrique du Nord, d'Algérie. Donc évidemment, je me souviens quand j'étais petit de la guerre des 6 jours, de la guerre du Kippour, des grandes peurs à chaque fois qui habitaient ma famille, puisque on avait l'impression que des Juifs allaient être jetés à la mer une fois de plus. Non, évidemment, tout ça existe aussi en moi. C'est pas, mais j'essaye justement, quand je parle de ce sujet-là, d'analyser aussi froidement et aussi rationnellement que les autres sujets. Oui. Vous voyez, c'est une. Donc, je fais une analyse la plus rationnelle. Et troisièmement, je ne jouerai pas, et je refuse de jouer, soit Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire Zola à Paris et Barès à Jérusalem. Je lui ai dit, hein. Donc, vous pouvez regarder quand il est venu chez Ruquier, nous avons eu un affrontement. Et je ne jouerai pas non plus, je sais pas moi, Ronnie Broman ou SL, qui parce qu'ils sont juifs ou à moitié juifs ou au quart juifs sont systématiquement anti-israéliens et sont instrumentalisés, les idiots utiles du gaucho-palestinisme. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne jouerai ni l'un ni l'autre. J'essaye d'analyser froidement. En plus, je vais vous dire quelque chose et je finis là-dessus. Je vous laisse parler. Il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est vous l'invité. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le rapport à Israël, c'est que je pense que Israël a une pratique de la souveraineté qui est exactement celle qu'avait la France pendant des siècles. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire une défense farouche de sa souveraineté, comme la France a jusqu'au général de Gaulle. Et qu'il n'hésite pas à employer la guerre comme moyen de défendre une politique et une souveraineté, exactement comme l'a fait la France pendant 1000 ans. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que le rapport complexe des Français vis-à-vis d'Israël vient de là. C'est-à-dire qu'Israël est une espèce de... Vous savez, par exemple, le peuple... Moi, je pense toujours, l'armée israélienne, c'est 1792. Oui, c'est le peuple en armes qui se bat avec les généraux de 30 ans qui discutent et qui tutoient les soldats et les soldats qui leur disent mais t'es nul, qu'est-ce que t'as fait, etc. Je pense que l'armée des Français de 1792 à 1800, 4-5 avant que c'était ça, exactement la même chose. Donc c'est ça qui m'intéresse parce que c'est d'ailleurs très curieux parce que Israël est souvent défendu par des modernes. Ouais. Hein, alors qu'en même temps, elle a une pratique très archaïque des rapports entre nations. Ouais.
Hein, vous voyez, et c'est ça qui est très paradoxal. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, moi, beaucoup plus que les leçons de morale. Vous voyez, sempiternelles, ils sont méchants, Oui, alors je comprends très bien que vous puissiez analyser froidement, rationnellement cette question et ce conflit. Néanmoins, vous vous êtes fait un petit peu le pourfendeur du droit d'ingérence de la France dans le monde. Est-ce que Israël ne pratique pas une ingérence coloniale à l'égard du peuple palestinien? Et est-ce que de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas prendre parti, justement, si un principe ne vaut que par sa généralité, défendre précisément le peuple palestinien spolié? Je prends parti contre le droit d'ingérence humanitaire, qui est pour moi du néocolonialisme. Mais le droit d'ingérence d'État? Alors attendez, là en l'occurrence, c'est pas du droit d'ingérence, c'est qu'ils ont été installés sur une terre où il y avait déjà des gens. Je dis des gens parce que je dis pas un peuple, parce que vous savez bien qu'un peuple, il faut un sentiment d'appartenance, etc., ce qui n'existait pas en 48. Et un destin commun. Voilà, exactement, ce qui n'existait pas chez les Palestiniens de 48, puisqu'ils se sentaient, je pense, arabes et c'est tout, quoi, pas spécialement palestiniens. Bon. Ça, c'est le sentiment national est né en opposition à Israël, dans un schéma assez classique qu'on a connu, nous, les Prussiens avec Napoléon, avec la France, ou oui, bon, ça, on connaît ça par cœur. Nous. Bon, d'accord. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si vous voulez me faire dire que non, je voudrais vous faire dire. Non, mais parce que vous me disiez. moi, je peux vous dire ce que vous voulez. Israël a été si vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de dire, Israël a été créé, sans doute pour les Israéliens, un siècle trop tard, parce que les créations comme ça, c'était plutôt le 19e siècle. Donc là, ils arrivent au milieu du 20e siècle avec ils sont imposés par l'ONU. Effectivement, il y a des gens avant, donc ça ressemble à une conquête coloniale qui se faisait beaucoup au 19e siècle et qui devient scandaleuse dans le siècle de la décolonisation. Vous voyez, tout ça est compliqué. Alors, il faut ni excès d'honneur ni excès d'indignité. Oui, évidemment, ils prennent des terres à d'autres. Donc, on peut appeler ça une colonisation. Non, ils ne font pas de génocide des Palestiniens. C'est pas les Indiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de génocide puisqu'ils étaient, je crois, 300 000 et qui sont des millions. Oui, tout bêtement. En revanche, oui, vous avez raison, il y a des gens venus d'Europe qui, comme dans la colonisation, prennent une terre à un peuple qui est là depuis des siècles. Eux vous diront, mais vous connaissez la thématique israélienne, eux vous diront qu'ils reviennent chez eux. C'est une discussion sans fin, comme ils vous diront que les Espagnols ont chassé les Arabes après 7 siècles d'occupation et que eux, ils les chassent après 1000 ans ou 2000 ans d'occupation. C'est une discussion sans fin. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans cette discussion. Vous comprenez? Alors, autre question, autre éclaircissement. À plusieurs reprises, chez Laurent Ruquier, vous vous êtes fait aussi le pourfendeur du capitalisme mondialisé, de l'argent roi. Vous avez tenu un discours souvent très social et cité Marx dans ses critiques du capitalisme, pas dans ses conclusions évidemment. Et en même temps, paradoxalement, sur le plan social, tout ce qui concerne les conquêtes sociales, que ce soit la retraite à 60 ans, que ce soit les sans-abri défendus peut-être démagogiquement par une certaine gauche humanitaire aux droits de l'homiste. Peut-être. Oui, mais le problème, Éric Zemmour, c'est que moi, ça me faisait vraiment de la peine devant mon poste de vous voir là aussi jeter le bébé avec l'eau du bain, au lieu de défendre le social et de défendre une certaine droite sociale contre la démagogie sociale d'une certaine gauche droit de l'homiste. Vous aviez tendance à avoir un réflexe libéral en disant que les conquêtes sociales, la retraite à 60 ans, etc., c'est bidon, parce qu'en fait, c'est le Parti socialiste ou le Parti communiste qui instrumentalise tout ça. Non. Je pense que, bon, effectivement, je pense que Marx a fait une analyse du capitalisme mondialisé, alors là, pour le coup, prophétique, capitaliste qui se mondialise tout le temps et qui détruit les structures traditionnelles, famille, État, nation, etc., pour implanter la seule loi du marché. Ça, c'était magnifique. Et donc, je m'en sers, évidemment, oui, parce que c'est remarquable. Il n'y a aucune raison de ne pas s'en servir. Premièrement. Deuxièmement, comment vous dire, ils défendent pas le social. C'est là que vous me comprenez. Non, mais vous pourriez critiquer l'instrumentalisation du social par cette gauche droite de l'homiste en vous faisant justement l'apologiste du social
d'un point de vue qui serait, entre guillemets, de droite. Mais je le fais, je ne suis pas... Sur les sans-abri, quand même, chez Ruquier, vous y aviez été fort. Hein. Mais, écoutez-moi, sur les sans-abri, c'est un autre problème, c'est pas du social. Bah, c'est du social ponctuel, c'est pas du politique, c'est vrai, c'est de l'humanitaire, oui, du démagogique, mais ça vaut mieux que rien. Non. Et si, ça vaut mieux que rien. Moi, je pense que non. C'est là notre désaccord. Moi, je pense que c'est de la pure démagogie, qu'en plus, ça veut ignorer souvent les problèmes de fond qui sont derrière, en clair, l'immigration, parce que c'est ça le vrai sujet de 99% de ces sans-abri, et que ça veut nous imposer, parce qu'il ne faut pas vous leurrer, en luttant soi-disant contre les sans-abri, ces gens-là luttent pour le sans-frontiérisme. Oui, on est d'accord. Mais je veux dire, donc c'est ça qu'ils vous font avaler avec le pseudo-social. Oui, mais c'est pas ce que vous leur avez dit. Mais bien sûr que si. Non, c'est pas ce que vous leur avez dit à cette émission. De toute façon, à cette émission, j'ai rien dit. Il a voulu taper et il a hurlé. Non, mais ça, c'était lamentable. Mais même Éric Nolot vous disait, tu charries quand même, tu vas trop loin. L'existence des sans-abri, la précarité des gens qui vivent sans toit, etc., c'est quand même un problème. Si on peut les reloger ponctuellement, ça vaut mieux que rien. Mais non. Ça, c'est le résultat, comme le disait Éric Zemmour, c'est François Bousquet, du démantèlement de l'État-nation et l'État social. Hein. Oui. Et c'est le remplacement à gauche d'une politique sociale par une politique des exclus. Oui, mais tant qu'on l'a pas rétabli, ça vaut mieux que rien. Non. Et puis en plus, moi, je vais vous dire, je suis pas. Alors, vraiment, je suis d'accord avec vous. Oui, on est d'accord. Et en plus, je ne suis pas un homme politique. Ouais. Donc je ne suis pas dans le... Non mais c'est sérieux ce que je dis là. Je ne suis pas un homme politique. Donc je ne suis pas dans le côté pratique. Je dois défendre des principes. Des principes qui sont complètement bafoués et méprisés sur toutes les chaînes. Oui, mais vous défendez le politique quand même. Et à un moment donné, vous défendez le bien commun. Vous défendez les exclus. Non. Ces exclus, je suis désolé, ils sont la conséquence, et malheureux pour eux, d'une politique de l'immigration. Et du libéralisme aussi. Mais c'est les deux. C'est la même chose. Oui, les deux. Mais je me tue à dire que c'est la même chose. Accordez-moi au moins. Ah oui, non, mais là-dessus, je suis un des seuls à expliquer aux grandes dames que la libre circulation des capitaux, des hommes, des marchandises, c'est la même chose. Merci. Vous m'accordez ça. Que même je le fais devant les gens de gauche, même les gens qui sont pour la démondialisation comme Montebourg et Mélenchon, c'est leur vrai. Ils restent immigrationnistes. C'est leur vrai problème. C'est leur vrai problème d'ailleurs. C'est pour ça que Marine Le Pen est entre 18 et 20% et que Mélenchon est à 6. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Je pense que c'est leur problème même cyniquement. C'est-à-dire même électoralement, c'est leur problème. Ouais. C'est que le peuple ne les entend pas. C'est leur drame. Mais... Alors François Bousquet, Christian Brosio, si vous avez un commentaire à faire rapidement et peut-être une question à poser à Éric Zemmour. Christian Brosio. Écoutez, non, c'est pas grand-chose à ajouter. Sinon que Éric Zemmour, c'est là ce que vous évoquiez, là, c'est la double pensée qui a été théorisée par Michéa. Ouais. C'est cette alliance des contraires entre les libéraux et libertaires, et qui depuis 20-30 ans, depuis 68, qui nous tue. C'est l'alliance du MEDEF et de la SR. Michéa, vous savez, vous m'accordez encore une fois que chez Ruquier, je le citais et je le recitais. Vous citiez René Girard et Jean-Claude Michéa. Alors ça, on applaudit des deux mains. Non, Michéa est un type admirable. Je le connais même pas. Hein. Je lui ai simplement lu tous ses livres. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, qu'il sache, où qu'il soit, qu'il a mon admiration. Un type remarquable qui a fait des analyses d'une finesse admirable. D'ailleurs, il y a un nouveau livre qui vient de sortir. Le complexe d'Orphée, Mais je crois savoir qu'il va y avoir un entretien dans le prochain numéro du Spectacle du Monde. Ah, bah, ils ont de la chance. Et oui, vous êtes chroniqueur au Spectacle du Monde, donc ça vous solidarise avec un peu de cher. Non, moi j'aurais peut-être une question plus géopolitique. On parlait tout à l'heure de l'Europe, de la France et de l'Allemagne. Est-ce que alors vous me direz, j'enfonce une porte ouverte puisque tout le monde le dit, mais est-ce que le gros problème auquel nous sommes confrontés en Europe, c'est l'incapacité des Européens et depuis quasiment depuis, sauf à l'époque du général de Gaulle précisément où il y a eu là une tentative de construire, de penser même une puissance continentale européenne, véritablement européenne, autonome ou indépendante par rapport aux États-Unis pour constituer un bloc de puissance entre les différents blocs de puissance vous avez tout à fait raison. Et on a l'impression que toute l'élite politique européenne est absolument
vampirisé, si j'ose dire, mentalement par l'américanisme. Souvenez-vous du général de Gaulle, une Europe qui soit européenne. Voilà, tout ça. Et ne conviendrait-il pas, précisément, bon, c'est un souhait que j'exprime, mais c'est vrai que vous avez émis un constat qui est juste sur comment dirais-je, la faille qui a tendance à se creuser actuellement entre la France et l'Allemagne, mais ne conviendrait-il pas, alors je dis, on peut toujours dire avec des si, et d'ailleurs on pourrait faire beaucoup de choses, mais essayer de penser les relations franco-allemandes, en allant au-delà d'ailleurs des relations franco-allemandes, vers un axe, ce qu'on a appelé l'axe Paris-Berlin-Moscou, mais également qui doit également se rapprocher avec la Russie, qui est quand même notre grand allié, notre grand partenaire naturel. Vous savez bien, si vous m'avez fait l'honneur de lire Mélancolie française, que vraiment, j'ai insisté là-dessus longuement, parce que je pense que c'est la grande idée de Napoléon. Oui. Et malheureusement, il l'a pas mené au bout parce que lui aussi avait des défauts et qu'en plus Talleyrand était contre, qu'il était là pour l'alliance avec l'Autriche, et que ça a été repris par le général de Gaulle et malheureusement brisé par la Tchécoslovaquie, etc. Bon, etc. Et que vous avez tout à fait raison. La grande idée française, c'est France, Allemagne, Russie. Le problème, c'est que aujourd'hui, il me semble-t-il, nous sommes le plus faible des trois. Et que l'Allemagne a choisi comme au temps de la Grande Catherine, de diriger la modernisation de la Russie et de plus s'occuper de la France. Je pense que la France, pour elle, est au mieux un appendice, au pire un boulet. Et que elle est tentée aujourd'hui par le Grand Est, mais non pas le Grand. Le Grand Est, pour elle, c'est la Russie et la Chine. Vous voyez, et que le reste va exister de moins en moins. C'est pour ça que je crains que ça soit difficile à réaliser. C'est ça. Oui, et qu'ils vont être uniquement leur seul handicap, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils vont être rattrapés par le vieillissement. C'est pour ça qu'ils entassent comme ça, on faut les comprendre, ils entassent des réserves c'est la cigale et la fourmi, quoi. Et ils entassent des réserves parce que quand la bise sera venue, ils vont déguster. À propos du vieillissement, le problème démographique est évidemment capital en Europe, puisque ça touche tout le monde, y compris la Russie. Et on peut noter, surtout la Russie, et à ce propos, on peut noter les différences de politique menée en Russie et ailleurs en Europe, puisque apparemment, même si ce sera extrêmement difficile, il ne faut pas se leurrer, mais apparemment l'équipe Poutine-Medvedev, tout à fait consciente du problème, essaye de relancer une politique démographique nataliste, aux grandes dames de toutes les grandes consciences européennes, occidentales, qui utilisent cette politique de Poutine pour qui les traite de racistes. C'est absolument sidérant. Enfin, c'est absolument. Moi, je m'étonne même plus. Bon, Éric Zemmour, on va vous libérer parce que je crois que vous devez partir. En tout cas, merci d'être venu nous voir, nous rendre visite, parce que vous avez peu l'occasion de le faire, mais j'espère qu'on pourra vous recevoir quand même un autre jour, un autre moment, dans une autre émission. Et puis, en tout cas, merci pour nous libérer la parole à la télévision, à la radio et dans vos écrits, parce qu'il y a peu d'esprits malheureusement qui aujourd'hui peuvent le faire avec liberté, indépendance et courtoisie, même si vous pouvez pousser des coups de gueule quelquefois qui sont salutaires. Merci à vous. Merci. Vous êtes nécessaire et ménagez-vous quand même un peu. Oui, parce que vous devez travailler avec beaucoup d'entrain et ça doit être épuisant, j'imagine. Et on a besoin de vous, alors voilà. Merci. Merci Éric Zemmour.